Donc, avant de commencer, je voulais préciser que je vais bien vous parler du répertoire de théâtre jeunesse, hein. Mon entrée, ce ne sont pas les spectacles, même si, bien évidemment, quand je présenterai des pièces, il m'arrivera dans le PowerPoint de vous montrer une image de spectacle ou d'évoquer des mises en scène ou le fait que ça a tourné ou pas, que ça a été beaucoup monté ou pas. Mais mon entrée n'est pas le spectacle. C'est ce que j'appelle le théâtre jeunesse, par opposition au théâtre jeune public, qui est du côté des productions et de la diffusion. Voilà, une petite précision aussi, lorsqu'on dit professeur émérite, hein, parfois je vois des réactions étonnées, ça veut simplement dire que j'ai le droit de continuer à faire de la recherche, bien qu'étant dispensé de cours, et que simplement mon travail de recherche est reconnu et me donne ce statut qui ne correspond à aucune augmentation de retraite. C'est juste une parenthèse, parce que parfois ça suscite des réactions chez les personnes qui ne connaissent pas, comme si nous avions une auréole ou une médaille particulière lorsque nous sommes à la retraite. Alors donc, les questions que je me suis posées, bien sûr, s'inscrivent dans l'ensemble du théâtre, hein, et ça n'est pas une question spécifique aux écritures jeunesse. Voilà, on rappelle Un riche, trois pauvres ou Les Crasseux d'Antonine Maillet, et aussi peut-être un des textes fondateurs dans le domaine, Les bas-fonds de Gorky. Et donc, en inscrivant ces questions dans l'ensemble du théâtre, vous voyez à l'écran les trois étapes de ma réflexion. Je vais commencer par l'inscrire dans il se trouve que j'ai mené récemment une recherche sur le rapport au handicap dans les écritures jeunesse, et je vous expliquerai pourquoi. Donc, j'inscris le rapport à la pauvreté et à l'argent dans le cadre du handicap social, en regardant de près les questions que ça peut poser. Ça sera la première étape. Deuxième étape, la plus importante, je vous présenterai une sorte de cartographie du corpus de la pauvreté comme handicap social. Et puis, dans une troisième étape, et en élargissant un peu les questions, je m'interrogerai sur la présence et l'importance de la présence de l'enfant ou de l'adulte dévoré par l'appât du gain, et quelle parole sur le monde ça peut représenter. Alors, donc, la première étape, les questions que pose le rapport au handicap social. Alors, pour aller vite, donc, et pour savoir de quoi on parle, donc cette recherche, je l'ai menée dans le cadre d'un colloque à Arras en 2021. Je l'ai poursuivie depuis. Et donc, ça devrait paraître, mais les actes sont un peu en retard. Je l'ai intitulé Quand le théâtre jeunesse dit, écrit, figure le handicap, quelle relation à la créativité dramaturgique? Ça, c'est pour dire que moi, je ne m'intéresse pas qu'aux thématiques, je m'intéresse aussi et presque surtout à la manière dont ça fait théâtre et dont ça travaille l'écriture théâtrale et la théâtralité. Alors, pour préciser de quoi on parle, le répertoire de théâtre jeunesse, donc c'est une estimation que je n'ai pas revue avec précision, mais il y a une bonne dizaine d'années, je l'évaluais à 800 pièces. Alors, cette fois, avec un travail précis pour répertorier l'ensemble du répertoire. Aujourd'hui, il est évident que c'est au-delà de 1200 pièces, donc c'est un énorme répertoire. Et moi, mon propre corpus, c'est sans doute, je ne les ai pas toutes comptées, mais autour de 700 pièces. Donc, c'est en m'appuyant sur ces lectures que je vais vous présenter la réflexion qui est la mienne. Et c'est d'ailleurs intéressant de remarquer que le rapport au handicap, je l'ai évalué à peu près à un dixième du corpus, même si tout ça n'est pas scientifique, mais ça donne quand même un ordre de grandeur qui n'est pas inintéressant. Alors, mes outils d'analyse, ce sont les deux volumes que j'ai publiés, plus le travail qui correspond à l'élaboration de ces deux volumes, sachant que chacun comporte un index thématique, un index des niveaux, et à la fois pour des pièces qui sont analysées et aussi pour des recueils, hein. Et donc, dans l'ensemble, en tout, dans les deux volumes, c'est 180 pièces répertoriées, analysées, avec l'index thématique et l'index dramaturgique. Donc, je suis partie de là
pour essayer de, excusez-moi, pour essayer d'évaluer le rapport à l'argent et en fait à la pauvreté, parce que c'est ce qui est ressorti. Alors, en ce qui concerne mes outils du côté du rapport au handicap social, je m'appuie, je ne vais pas développer, hein, mais c'est pour éventuellement vous orienter vers ces ouvrages absolument passionnants. Donc, c'est un philosophe qui s'appelle Bertrand Cantin. Il se trouve que donc, dans mon association Théâtre à la page, nous travaillons sur les pièces du rapport au handicap depuis 2 ans et on va continuer. Et donc, ce sont des outils que j'ai utilisés. C'est ce qui m'a amené à intégrer le handicap social dans le rapport au handicap. Bon, je ne vais pas préciser davantage quel est son travail, mais j'y ferai référence à une ou deux reprises. Alors, donc, quelle question ça pose si on considère que ce qui émerge en premier, c'est la question du handicap social? Donc, évidemment, c'est une longue histoire qui a à voir avec l'anthropologie, qui engage toute la philosophie occidentale. Bon, je ne vais pas tout détailler, vous voyez des choses à l'écran. Je précise que cette conception de Bertrand Cantin, et pour moi, c'est quelque chose de très important. L'actualité, d'ailleurs, je pense, lui donne raison. Ça ne s'inscrit absolument pas dans la perspective bourdieusienne, même si c'est aussi en partie né de la réflexion de Bourdieu et de Passeron et de quelques autres, mais ça n'est absolument pas dans la perspective de ce que les anglo-saxons appellent les disability studies, le rapport à la victimisation n'étant pas la même. Et donc là, c'est une conception qui définit l'identité de la personne handicapée dans le sens que Ricoeur donnait. Ça, c'est pour ceux parmi vous qui auraient envie de creuser ces questions d'un point de vue philosophique. C'est la jonction entre l'identité mêmeté et l'identité ipséité. Donc, un des titres de Ricoeur, c'est soi-même comme un autre. Ça dit des choses et donc ça définit ce que Ricoeur appelait l'identité narrative. Et je trouve ça très intéressant si ensuite on se pose des questions dramaturgiques. Alors, euh, donc, de ce point de vue-là, j'ai été amenée à me poser beaucoup de questions dans la recherche sur le handicap dont je vous parlais, par rapport à ce que c'est qu'une thématique. Et c'est une question qui paraît simple, mais qui en fait ne l'est absolument pas. Et vous voyez ici la définition que je me suis donnée. Nous parlerons de handicap social quand la différence sociale n'est pas seulement présente dans la fiction, mais constitue une des tensions fortes du récit théâtral et de la fable, ou, pour le dire en termes narratologiques, quand la situation sociale joue le rôle d'opposant dans la diégèse. Et ça implique, alors je l'ai mis en bleu parce que c'est une question sur laquelle nous reviendrons, ça implique la possibilité ou non de ce que j'appelle la métamorphose, et je reviendrai sur tout ça dans le courant de cette présentation. Alors, ça pose aussi des questions éthiques, esthétiques. Je n'ai pas trop développé, mais c'est ce à quoi je faisais référence en disant que ça n'était pas complètement bourdieusien. Ne pas victimiser, c'est ce que développe beaucoup Bertrand Cantin, ne pas victimiser les adultes ou les enfants en situation de handicap, qu'ils soient personnages ou véritables personnes, hein. Euh, Évidemment, ça n'est pas propre au théâtre, mais la particularité qui vient ensuite, c'est que dans les écritures théâtrales et puis aussi sur les plateaux, euh, lorsque le handicap est figuré, se posent toutes sortes de questions. Comment fait-on vivre ce rapport au handicap? Est-ce qu'il est figuré ou non? Ça peut être la litote. Je vous ai mis une reproduction de la pièce de Sabine Tamizier dans Célestine, où le handicap, le personnage handicapé est en hors-scène, ou au contraire, à l'autre extrême, des surlignements réalistes, et on en verra quelques exemples. Ce ne sont pas nécessairement ces pièces-là qui sont majoritaires aujourd'hui, mais quand même, ça existe. Alors, j'en arrive à la définition du corpus. Euh, Au départ, dans les index de mes 2 volumes, il n'y avait pas d'entrée pauvreté dans le premier, et dans le second,
Alors, je précise hein, que faire un index thématique, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est toujours un peu relatif, même si c'est significatif quand même. Par contre, dans mon volume 2, j'avais quatre occurrences, je vais vous les montrer après. Aujourd'hui, en regardant tout ça, je me dis que c'est ça l'intérêt du travail de recherche. Merci Philippe. Cette absence ou presque d'entrée pauvreté, aujourd'hui, je la vois comme une erreur ou comme une lacune. Et aujourd'hui, si j'essaye d'évaluer, alors là aussi, sachant que c'est difficile, mais je pense que, alors vous verrez, dans l'ensemble de ce que je vais vous présenter, il y aura une vingtaine de pièces, mais il y en a beaucoup plus, c'est évident. J'ai essayé de définir à grands traits les grandes tensions esthétiques que je vois à l'œuvre entre réalisme et comique, réalisme et imaginaire mythique, aventure individuelle ou inscription dans un système, et puis récit ou engagement, même si ces tensions-là sont plus... Enfin, ça n'est qu'une partie de ce qu'on peut détecter. Voici le corpus qui correspond à l'index de Montmoline 2 et je vous présenterai ces pièces, même si je me rends compte que j'ai oublié le manuscrit des chiens. Alors, je vous en parle tout de suite, parce que je ne l'ai pas intégré à mon PowerPoint. Le manuscrit des chiens, ça fait partie des trois livres, enfin des trois pièces que Jon Fosse a consacrées à l'adresse à la jeunesse. Et ce sont des chiens uniquement dans la fable, même si c'est véritablement une fable, parce que ça parle plus des hommes que des chiens. Et donc, c'est un chien en quête de richesse, c'est-à-dire de nourriture et de bien-être. Donc, vous voyez là Nilo Cruz, qui n'est pas un auteur très connu en France, Jon Fosse, Jean Lambert, qui a été connu, qui est surtout connu en Belgique, une pièce qui a beaucoup tourné, et puis Sylvain Levesque, vous connaissez sans aucun doute tous, Alice pour le moment, donc je reviendrai sur ces pièces. Alors maintenant, mon corpus. Avec une petite une cartographie que j'ai essayé de construire, ça m'a pris un petit peu de temps, ça n'était pas facile. Je crois être arrivé à un peu à ordonner tout ça. Première entrée, le chômage et la situation de SDF. Alors, à chaque fois, je vous ai mis des images renvoyant à d'autres éléments. Là, ce sont des pièces qui n'étaient pas destinées à l'enfance et à la jeunesse. Vous avez peut-être vu ces spectacles. En tout cas, je trouve intéressant de les mentionner parce que finalement, la situation de SDF, surtout, ce ne sont pas des sujets qui me semblent énormément traités, mais peut-être que dans nos échanges, nous pourrons en reparler. Alors, je commence justement par une pièce que moi je considère comme une grande pièce, pas nécessairement facile à monter. Elle date de 2008. Je l'ai analysée dans mon second volume, donc je vous y renvoie si vous avez envie de plus de détails. C'est une pièce très étonnante parce que alors, il y a une référence à Alice au pays des merveilles, évidemment, rien que le choix du prénom, mais c'est une référence ironique parce que la magie du conte, enfin la magie du texte d'Alice au pays des merveilles, qui n'est pas un conte, je retire le mot, mais la magie d'Alice ici, elle ne fonctionne pas en ce qui concerne le réel, si ce n'est euh, par l'inversion qu'est le réservoir de joie de cette famille pauvre qui passe de lieu en lieu pour fuir les dettes, les loyers non payés, etc. Et ce qui est très étonnant dans cette pièce, c'est que la pauvreté, vous retrouvez des choses que j'ai formulées au début, nous ne sommes absolument pas là dans une victimisation du rapport au handicap social qu'est la pauvreté, c'est tout le contraire. Là, la pauvreté, elle fonctionne comme un moteur de la pièce en termes de joie. Je vous ai reproduit le début de la pièce avec quelque chose qui est intéressant dans la structuration, qui est très fréquent dans les écritures contemporaines. Je marchais dans le sens inverse, au sens du matin, je marchais sur le chemin, etc. Et le père, alors, celui des tournesols, le jaune, donc celui des tournesols, celui des pissenlits. Le père, moi, j'aime le jaune des coquelicots. Et Alice aurait pu dire mon père. Donc, toute la pièce repose sur ce jeu entre le récit par Alice
et donc l'épique et le dramatique de ce qui est raconté par Alice. C'est vraiment une pièce extraordinaire. Je vous montre des images de la mise en scène d'Anne Courel, qui est actuellement directrice de l'Espace 600 à Grenoble, mais qui va en partir. Enfin, en tout cas, elle a monté la pièce en 2010. Et j'enchaîne avec une autre grande pièce euh, du rapport à la pauvreté, et là, clairement, du chômage. Une pièce, là aussi, très étonnante dans son écriture, à mes yeux, assez unique. Alors, il faut savoir qu'elle a été écrite au départ, puisque Jean Cagnard a une compagnie euh, en partie travaillant sur le théâtre d'objets. Et donc, il a écrit cette pièce au départ pour sa compagnie, mais ensuite, il n'y a plus de mention dans la publication de la destination éventuelle au théâtre d'objets, et c'est passionnant d'y réfléchir. Je ne crois pas que ce soit une pièce, enfin, elle a été montée, mais quand ça n'est pas en théâtre d'objets, elle est difficile à monter. Donc, il y aurait à regarder de près comment elle circule, mais je n'ai pas l'impression qu'elle soit énormément montée. Alors, cette pièce, elle fonctionne sur la base de ce que j'appelle une adresse didascalique très forte. Vous allez le voir au travers de l'incipit de la pièce, c'est avec une forme de théâtralisation du sens propre de l'expression, les bras m'en tombent, avec un engagement social, politique, comme toujours chez Jean Cagnard, extrêmement fort. Alors, regardez le début de la pièce qui est, moi je ne m'en lasse pas, vraiment savoureux. Un, un banc à côté d'un arbre. Précaire arrive, s'assied sur un banc face au public. L'endroit n'est-il pas parfait pour une petite halte? Au bout d'un moment, alors que la tranquillité semble réelle, une grosse branche tombe de l'arbre, emportant au sol la moitié du feuillage. Temps. Deux. Peut-être un instant plus tard, peut-être un autre jour, sûrement un autre jour. Un banc identique sous un autre arbre. Quelle ramure délicate et majestueuse! Précaire arrive, s'assied sur le banc, face au public. Au bout d'un moment, il se lève, va regarder l'arbre. Mais alors que l'on peut s'attendre au même événement, une chute de branche. Mais le destin ne peut pas être aussi répétitif, n'est-ce pas? C'est le bras gauche de Précaire qui tombe, noir. Donc vous imaginez ce que peut donner la difficulté de la mise en scène si on n'est pas en théâtre d'objets. La suite de l'histoire, c'est que ce personnage de Précaire, dont la nomination dès le départ dit beaucoup de choses, va peu à peu perdre toutes les parties de son corps jusqu'à son sexe, ce qui veut dire évidemment que sa femme va le quitter. Alors je souris en disant bien évidemment. Et puis la pièce se termine d'une manière, alors je ne vais pas trop en dire si vous ne la connaissez pas, mais c'est une pièce assez sombre sur ce que peut représenter le chômage comme handicap social, mais aussi handicap évidemment personnel, intime. Deux autres pièces de quelqu'un qu'on connaît chez les EAT, c'est un clin d'œil pour Dominique Paquet et Di Palaro. Euh, une première pièce, Le rêve d'Anna, on retrouve la question du chômage. Le père est au chômage et là, la théâtralisation du sens propre, c'est de l'expression prendre le taureau par les cornes, puisque la petite fille va, face à l'inquiétude qu'elle ressent par rapport au chômage de son père, va rêver d'un taureau et sans en dire trop sur la fable de l'histoire, se construit une relation entre le chômage et la bête que représente le taureau à maîtriser. Et l'autre pièce, c'est d'Eddie Palaro, toujours, c'est Là quelqu'un, une pièce, donc, comme il y en a peu, sur les questions de SDF. Là, je parle du répertoire jeunesse. Et donc, on voit au tout début de la pièce la sœur et le frère constater qu'au sortir d'un grand magasin, il y a un SDF au sol, et la pièce s'engage sur le dialogue entre deux, et est-ce qu'il faut avoir peur
de ce personnage. Est-ce que c'est quelqu'un ou pas? D'où le titre. Alors, ça, c'était la première étape, chômage, SDF, première entrée. Deuxième entrée, et vous voyez la référence au temps moderne, pauvreté et monde du travail. Sachant que le monde du travail, en général, n'est pas très, très représenté dans le théâtre. Et c'est pareil dans les écritures jeunesse. Alors, je vais commencer par une pièce qui me semble emblématique de cette question, dont vous avez peut-être vu la mise en scène par Vincent Goethals en 2005. Ce sont des images de cette mise en scène que vous voyez. Donc, c'est la pièce Catalina in fine de Fabrice Melchior, que personnellement j'aime tout particulièrement. C'est une très très belle pièce, très intéressante, mais de toute façon, comme le plus gros du théâtre de Fabrice Melchior. Et cette pièce donc présente une fable très contrastée, et rien que par le fait que donc le personnage principal, Catalina, comme vous le voyez dans le petit texte que j'ai reproduit, écrit par Fabrice Melchior, c'est une jeune femme, jeune fille qui a deux visages, non pas un qui rit, un qui pleure, mais un qui est devant et un qui est derrière, sachant qu'ils ne sont jamais d'accord tous les deux. Et donc, c'est une pièce, là aussi, comme souvent le théâtre de Fabrice Melchior, marquée par le surréalisme, mais une inspiration surréaliste qui en même temps est combinée avec un regard sur le monde et l'actualité parfois sombre, très sombre même dans certains cas. Et ici, donc, cette jeune fille va rentrer à l'usine. Elle quitte ses études, elle quitte son statut d'élève et elle va rentrer à l'usine. Et ce monde de l'usine, il est gris, sans couleur. On voit une espèce d'esclavage moderne consenti pour le personnage d'Honorin qu'elle découvre. Au milieu de tout ça, il y a des choses très intéressantes en ce qui concerne ce qu'on appelle la nomination, enfin ce que j'appelle la nomination, comment les personnages sont présentés dès le départ et comment ensuite ils vivent dans la structure de la pièce. Il y a un personnage qui s'appelle Prince pas charmant, avec un trouble dans les clichés de la masculinité bien avant qu'on en parle beaucoup, qui est très intéressant et vraiment jouissif par le rapport au surréalisme dans lequel ça s'inscrit, donc en opposition avec le gris de l'usine. Puis il y a aussi un personnage qui s'appelle Moi, sur lequel d'ailleurs Fabrice Melchior s'est expliqué, et il a expliqué pourquoi il tenait, et c'est vrai dans plusieurs de ses pièces, à se figurer comme auteur, tout en disant que c'était une manière de disparaître au service des personnages. Enfin, c'est une réflexion intéressante. Je vous renvoie d'ailleurs à une autre pièce de lui, Boulimiro, dans laquelle il fait référence à Calais, à la jungle de Calais et aux personnes qu'on y trouve. Ça, c'est pour la référence au monde gris et sombre. Une autre pièce qui aborde la question, c'est Coup de bleu de Bruno Castan, qui pour moi est un vrai petit chef-d'œuvre et une pièce qui n'est pas beaucoup montée ou plus montée. Ça resterait à vérifier, mais je crois pouvoir le dire. C'est vraiment dommage. C'est une pièce très étonnante. Je n'en connais aucune autre qui fonctionne de la même façon. Je vous ai reproduit le texte didascalique liminaire. La scène représentera alternativement deux univers, l'univers du conte, l'espace des voyages de Monsieur Barbe-Bleue. On tentera de faire en sorte que le grand K et Monsieur Barbe-Bleue soient toujours présents en scène. Le grand K, on peut la lire sans le savoir, mais c'est une référence qui est assez évidente pour les gens qui connaissent le théâtre. C'est Cantor, qui avait pour habitude, vous le savez, de se promener, de déambuler dans ses mises en scène. Et là, le grand K, c'est quelqu'un qui donc fait... alors, elle est très difficile à présenter, cette pièce, hein. Je vous renvoie à l'analyse que j'en ai faite dans mon premier volume. Euh, le grand K est quelqu'un qui, dans l'espace du conte, fait reprendre la scène où Barbe Bleue va tuer sa femme. Et à chaque fois, on remonte en arrière dans le conte.
Mais le grand cas, on le voit aussi interagir avec Monsieur Barbe-Bleue quand Monsieur Barbe-Bleue voyage. Alors là où nous en arrivons à notre thématique du rapport aux faits liés à la pauvreté et à l'actualité, dans les voyages de Monsieur Barbe-Bleue, on voit sa rencontre avec deux jeunes filles qui sont aux prises avec les dures lois de la pauvreté et de l'exploitation sociale. Et très clairement, moi j'ai songé aux bonnes de Genève. Enfin, il me semble que la référence est assez claire, mais on peut bien sûr lire ce fait divers. Et ce sont des faits divers, hein. Bruno Castan m'a raconté que les trois voyages de Barbe Bleue sont inspirés de petites coupures de journaux qu'il a découpées et dont il s'est servi. Le deuxième voyage de Barbe Bleue, c'est une vieille dame dont la vie de couple a été détruite par le progrès, la destruction du logement, la modernité aveugle. Et dans le troisième voyage, on retrouve la vieille dame, mais dans sa fin tragique avec son mari, et je n'en dis pas plus. Alors maintenant, troisième entrée, la pauvreté comme système, et les références, bien sûr, et vous allez voir qu'elles sont là. Ce sont Les Misérables, parce que c'est vraiment emblématique. Et puis les aventures d'Oliver Twist et Dickens en général, puisque c'est un peu l'archétype derrière ces questions en matière romanesque. Alors, dans cette entrée, la pauvreté comme système, on retrouve donc la pièce Tête à claque que je vous avais présentée rapidement tout à l'heure et qui faisait partie de mes entrées pauvreté dans le second volume. C'est une pièce donc d'un auteur belge qui a eu énormément de succès. Il a eu plusieurs prix avec cette pièce, qui a beaucoup tourné en son temps. Je ne crois pas qu'elle tourne beaucoup aujourd'hui, mais enfin, en tout cas, ça a été un gros succès. La référence à Hugo, elle est très évidente quand on regarde un peu l'histoire de la pièce et sa fable. Donc, c'est une famille dans laquelle la pauvreté est extrême. Les deux enfants sont de ce fait, alors là, le handicap social, il est très clair, sont la risée des autres enfants. Et lorsque la mère organise une fête pour l'un des deux enfants, personne ne vient. Et c'est à ce moment-là que l'un des enfants va, en quelque sorte, exploser de violence parce que il est l'objet de ce rejet. Et donc, l'un des deux enfants, le plus grand, va finir en prison et toute la pièce raconte cette histoire. Et, et là, alors vous le voyez dans l'extrait que je vous ai reproduit, pendant 12 ans, les 12 ans d'emprisonnement de l'aîné, le plus jeune a gardé la table dressée pour le banquet de son anniversaire. Donc tout tourne autour de cette table, c'est une idée extraordinaire. Tout tourne autour de la table de l'anniversaire, du banquet, et avec des poupées, regardez le texte, poupées fixées dans le temps. Et là, moi, j'y vois une sorte de rapport au tragique par le récit que ça implique, comme chez Hugo, et en plus avec une valeur métathéâtrale qui est là aussi très forte. Et regardez le texte qui suit, hein, ce texte didascalique que je reproduis, et le personnage dit Courage, Mika. Mika, c'est le frère aîné, et il faut raconter. Donc là, le rôle à l'épique, il est vraiment très appuyé et très fort. Vraiment une pièce tragique, très forte. Alors une autre pièce, alors l'univers esthétique est très différent. La précédente est à la fois du réalisme et de l'épique. Ici, on n'est pas dans le réalisme puisque Carlos Liscano, peut-être le connaissez-vous, euh, et je pense qu'il est en France surtout connu pour cette pièce-là, Ma famille, qui a eu énormément de succès au départ. Je précise, et vous le voyez dans la manière dont je l'ai présentée, elle a été publiée au départ par les éditions théâtrales en 98, pas du tout en collection jeunesse. D'ailleurs, la collection n'existait pas.
et elle a été republiée plus tard du fait des éditions théâtrales. Et Carlos Liscano était le premier à être surpris que sa pièce puisse être republiée en collection jeunesse. Il n'avait absolument pas pensé comme ça. En tout cas, c'est une pièce qui relève du réalisme merveilleux que j'appelle théâtralisé, c'est-à-dire qu'il y a un jeu, vous allez voir comment, très très fort entre le réalisme merveilleux des écrivains d'Amérique du Sud et un rapport à la théâtralité dans les formes de ces années 2000 et même précédemment, mélangeant là aussi l'épique et le dramatique. Il faut savoir que Carlos Iscano a été emprisonné pendant 13 ans et c'est pendant qu'il était emprisonné qu'il a écrit cette pièce, entre autres. Alors, regardez le début. Une actrice et trois acteurs interprètent les multiples voix et les différents personnages. Ils sont habillés de la même façon et se définiront selon les exigences du texte. Les costumes sont sobres et simples et n'indiquent aucune classe sociale ni aucun style déterminé. Au fond de la scène, visibles les différents éléments de décor, un peu comme dans la précédente pièce d'ailleurs, et les accessoires nécessaires à la représentation, etc. L'arbre dont on parle dans le texte pourra être représenté par n'importe quelle structure, pourvu qu'elle permette à l'acteur de parler d'en haut. Et l'acteur 3 réalisera les différents changements de décor et remettra aux autres les accessoires à mesure qu'ils en auront besoin. Donc vous voyez où se loge la théâtralité scénique dans cette écriture. Moi, j'en ai vu deux mises en scène et je l'ai vu en production jeune public et c'est une pièce à la fois extrêmement drôle et terrible. Je vous reproduis là le début. Moi, je le sais par cœur parce que je trouve que c'est un début étonnant. Mon père, on l'a vendu quand il avait 5 ans, dit l'acteur 1, actrice. D'après ce qu'il racontait, ce fut un hasard. Acteur 2. Ma grand-mère pensait qu'avant l'arrivée de l'hiver, elle devait vendre un ou deux enfants, mais elle n'avait encore rien décidé et tout est de la même veine. Donc, en fait, pour préciser les choses en termes de dramaturgie, c'est une pièce qui est un monodrame, c'est-à-dire qu'en fait, euh, un des personnages, c'est l'acteur 3. Un des personnages raconte, il est le héros de cette histoire, il raconte sa vie de famille, et c'est une pièce qui mélange donc l'épique et le dramatique, puisque en même temps qu'il raconte, ce qu'il raconte est montré sur la scène. Et là, on est dans une pièce étonnante sur la marchandisation. Alors, j'ai vu en faisant des recherches sur la manière dont la pièce était montée ou pas en ce moment, que dans une dernière mise en scène, oui, je n'ai pas reproduit d'image, dans une dernière mise en scène que j'ai vu présenter, on parle de la marchandisation des enfants, mais ça n'est pas seulement la marchandisation des enfants, c'est aussi la preuve. Mon père, on l'a vendu quand il avait 5 ans, quand il était enfant, mais l'ensemble du récit parle de manière plus globale de la marchandisation des humains, au-delà des enfants. Mais bien évidemment, ce qui frappe, c'est le fait qu'on puisse vendre un enfant quand le frigo tombe en panne. Et en même temps, comme je vous le disais, je me souviens, j'ai encore ça dans ma mémoire, des rires, mais des éclats de rire des enfants dans les deux mises en scène auxquelles j'ai pu assister. C'est très drôle et terrible en même temps. Une autre pièce où d'ailleurs se mélange aussi rire et regard très sombre sur le monde, une pièce qui parfois ne fait pas l'unanimité. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte dans des comités de lecture, mais moi que j'aime beaucoup, Costa le Rouge, parce que c'est une espèce de grande fresque qu'il faut oser écrire, qu'il faut oser tenter. Alors je dis grande fresque, j'ai écrit grande fresque intergénérationnelle parce que ça met en jeu trois générations. C'est assez fréquent dans le répertoire de théâtre jeunesse. Le grand-père, le fils, le petit-fils. Alors parfois avec fille et petit-fils ou petite-fille, hein, mais trois générations, avec une mise en question de la génération intermédiaire. Et donc, ça, le rouge, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la transmission se fait du grand-père au petit-fils ou à la petite-fille, ou de la grand-mère au petit-fils à la petite-fille. Et la génération intermédiaire est celle, il y a un vrai propos sociologique, là c'est évident, les auteurs sont des éponges,
La génération intermédiaire, c'est celle, là, c'est le cas, le fils du grand-père a été amené dans son métier à détruire la ferme du grand-père parce que cette ferme se retrouvait entre deux autoroutes. Donc là, il y a une image très, très forte et il y a une référence vraiment toujours de manière poétique, mais en même temps très forte, à la lutte des classes, aux questions liées à ce qu'elle provoque en termes de pauvreté. Il y a aussi une référence à l'écologie qui est assez présente. En termes esthétiques, Corman appelle ça le poélétique, c'est-à-dire un mélange entre le politique et la poétique et l'intime. Alors, je vous cite, je vous ai montré, je vous ai reproduit, pardon, un extrait de la pièce où il est fait référence justement à ce que je mentionnais de la destruction de la ferme du grand-père. Pas voulait être dessinateur en bâtiment, mais les études, ça coûtait de l'argent et Papé n'en avait pas. C'est vrai, pas dit oui à tout et il dit c'est comme ça, on est des pions et puis c'est tout. Il dit ça sert à rien de lutter, il faut faire son taf, il faut pas se faire remarquer. C'est pas qui a détruit avec son bulldozer la ferme de Papé il y a longtemps déjà. Il y a longtemps déjà. Jamais on en parle, mais toujours on y pense à la maison. Et c'est la trame familiale de toute la pièce, mais c'est une sorte de grande fresque où la référence à Hugo, d'ailleurs, est présente. Et ça se retrouve aussi un peu dans Sans culotte et sans papier, que j'aurais pu citer aussi, puisque ça fait référence aux vêtements laissés par les enfants sans papier et qui ne baigne pas dans la richesse, bien évidemment, et qui constitue la trame de la pièce sans culotte et sans papier. Dans les deux cas, on a vraiment une dimension épique, mais pas cette fois en termes de dramaturgie, mais en termes de grands récits qui emportent et qui construit un fort récit sur le monde. Alors, une autre entrée, pauvreté et image féminine. Et j'ai mis cette entrée sous le signe de Cosette et de Cendrillon. J'ai reproduit des images, enfin des illustrations de Gustave Doré. Alors, j'ai rajouté Cosette, Cendrillon et leur sœur. Alors, pourquoi est-ce que j'ai créé cette entrée pauvreté et image féminine? C'est parce qu'il y a eu un travail de recherche fait sur, puisque en plus ce sont des thématiques assez présentes actuellement sur la place du féminin dans ces questions-là. Et ça m'a intéressé, d'autant que le rapport au conte est très, très important, enfin, est important dans les écritures jeunesse, même si ça n'est pas que ça, et loin s'en faut. Alors, je vais commencer par, évidemment, vous y avez sans doute pensé, Cendrillon de Pomera, dans ces deux versions publiées, hein, la première édition dans la collection de départ, Eyoka Jeunesse, et puis republiée ensuite dans la collection Babel, donc, ce qui veut dire d'ailleurs qu'elle est sortie de son adresse à la jeunesse. C'est souvent l'inverse, mais là, c'est dans ce sens-là. Alors, cette pièce, alors je vous renvoie d'ailleurs, je l'ai mis ici au dossier qui a été consacré à Cendrillon par la revue en ligne Agone. Donc, moi, c'est dans ce cadre-là que je l'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et donc, vous trouverez ça en ligne très facilement. Donc, cette pièce, elle est très intéressante à plus d'un titre euh, par ce qu'on trouve à chaque fois dans les pièces jeunesse de Pomera, un encadrement par le récit. Donc, dans Le Petit Chaperon Rouge, c'est l'homme qui raconte. Dans Pinocchio, c'est le présentateur. Et beaucoup plus subtil, et je trouve intéressant, dans Cendrillon, c'est, j'aurais dû d'ailleurs mettre des guillemets, j'ai oublié de le faire, un homme qui fait des gestes pendant qu'elle parle. Donc on a un récitant double dans la figuration de la mise en scène et dans la mise en scène réelle par Pomera. On a à la fois la parole et les gestes. Alors, ce qui est intéressant dans cette pièce-là, c'est que la figure de Cendrillon, elle est vraiment tirée très très fort vers les jeux sociaux, y compris dans la transformation finale de l'histoire de Cendrillon, parce qu'on est loin du et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
Je n'en dis pas plus si vous n'avez pas vu le spectacle ou pas lu la pièce, mais c'est vraiment une fable sur le rapport aux mirages sociaux qui sont à la fois ceux de l'argent, mais aussi et presque surtout ceux des mirages sociaux de la richesse. Ce que la richesse peut apporter comme valorisation sociale. Hein. C'est pour ça que j'ai reproduit cette image de la mise en scène lorsque, de façon très ridicule, la mère, la marâtre, s'est affublée de costumes hors de propos, puisque l'histoire se passe au XXe siècle. Ensuite, toujours sur Cendrillon, autour de Cendrillon, une autre pièce donc, de Bruno Castan, La fille aux oiseaux, qui est très, très, très différente de celle de Pomera. Et la référence est beaucoup plus aux frères Grimm et Castan s'en expliquait souvent. Donc, c'est une pièce qui a été publiée d'abord en 88, puis republiée par les éditions théâtrales en 2011. Et dans cette pièce, enfin, moi, j'ai pris énormément de plaisir à la travailler. C'est une pièce qui a une langue étonnante. Je vous ai reproduit le début de la pièce dans un petit texte didascalique savoureux. Et donc, dans toute cette pièce, on voit comment le personnage de Cendrillon change de nom. Elle ne s'appelle pas toujours Cendrillon. Et ce qui est intéressant dans l'écriture de la pièce, c'est comment Bruno Castan va des frères Grimm à quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'intime. Comment cet enfant, ce qui est vrai aussi d'ailleurs pour son père, ce qui est rare dans les réécritures de Cendrillon. Donc, comment Cendrillon dit sa douleur. Alors, c'est vrai aussi un peu de la pièce de Pomera, hein, mais c'est par d'autres biais. Comment Cendrillon dit sa douleur qui est peut-être moins d'ailleurs le rapport à la pauvreté que le rapport au rôle de souffre-douleur. Mais bien évidemment, c'est quand même une image de la Souillon malheureuse parce que n'ayant pas les moyens d'exister, y compris par le rapport à la faim, que les autres enfants. Une autre pièce, alors là, on est vraiment dans la référence à Dickens. Je vous ai reproduit la quatrième de couverture. C'est une pièce de Sabrina Pierre, Sarah, qui est assez étonnante parce que la référence à Dickens est vraiment revendiquée, mais non seulement dans la thématique, mais aussi dans l'écriture. Donc c'est une forme de réécriture de Dickens. Et donc on voit une jeune fille dont le père est riche, placée dans un pensionnat londonien, et puis un jour, bien, le père meurt et elle se retrouve très pauvre. Elle est obligée, bien évidemment, de quitter le pensionnat que son père ne va plus pouvoir assumer puisque elle est pauvre maintenant et qu'il est décédé. Et puis, donc, c'est un récit sur le fait qu'elle réussit à garder sa bonté naturelle, mais là, la pauvreté est vraiment radicale et difficile. Une autre pièce peu connue de Tiziana Lucatini, Les Souliers Rouges. D'ailleurs, ce qui est notable, c'est qu'elle a été publiée en 96. C'est vraiment les tout débuts de la collection théâtre de l'École des loisirs. Et donc, c'est une pièce que je vous recommande. Alors, ça n'a rien à voir avec Les Souliers Rouges comme comédie musicale de Marc Lavoine et je ne sais plus qui, mais c'est inspiré, bien sûr, des Souliers Rouges, le conte d'Andersen. Et donc, on a deux héroïnes. On est dans un monde très violent. Elles s'appellent donc Mabadera et Favilla dans une pauvreté extrême, elles se livrent à des trafics parce que, bien évidemment, il faut qu'elles survivent. Et elles sont embarquées dans la quête des souliers rouges pour tenir debout au sens propre, puis bien évidemment au sens figuré, d'une pièce très sombre, mais vraiment très, très forte et qui, moi, m'a laissé un souvenir. Pourtant, je l'ai lu il y a très, très longtemps. J'ai eu l'occasion de la reparcourir, mais quand même, elle m'a laissé un souvenir vraiment extrêmement marquant. C'est une très, très forte pièce. Alors, une autre entrée, pauvreté et métamorphose, avec une métamorphose de libellule. Alors, dans cette entrée, j'ai mis
en avant comme première pièce celle de Suzanne Lebeau, Salvador, l'enfant, la mangue, la montagne et la mangue, qui me paraît être, alors quand je parle de métamorphose, je ne parle pas tout à fait de résilience, je vais expliquer ça. Bien sûr que Salvador, l'enfant, la montagne et la mangue, montre la résilience d'un enfant soumis à la pauvreté, mais si je parle de métamorphose, c'est parce que théâtralement et puis aussi en termes comment dire, sociologiques et psychologiques, c'est plus que, enfin, surtout sociologique, c'est plus que la résilience. Et vous allez voir qu'il y en a de très, très, très nombreux exemples. En voilà un. Alors là, c'est clair que ça n'est absolument pas une résilience. Là, nous serions dans la thématique, mais c'est vraiment plus encore que dans la pièce précédente. C'est une vraie métamorphose parce que alors c'est difficile à expliquer en peu de mots, mais dans la structuration même de la pièce, euh, la, la métamorphose touche aussi la manière dont la pièce est écrite. C'est-à-dire que la structuration même de la pièce figure la métamorphose. Et l'exemple simple pour le dire, c'est que donc Victor est un fossoyeur qui, au début de la pièce, est tout surpris de trouver dans le trou, dans la tombe et le trou qu'il a commencé à creuser, de trouver donc un enfant. Il lui pose une question, mais qu'est-ce que tu fais là? L'enfant répond, j'essaye de mourir. Victor réagit en disant, bah, t'as pas l'air de bien y arriver. Donc toute la pièce est lancée par ce biais-là. L'enfant veut mourir parce que vivant dans une famille où la mère n'a absolument pas d'argent, le bat, lui donne à manger d'infâmes casseroles de pâtes qui ont attaché, enfin voilà, une pauvreté extrême et une douleur extrême. Et debout va aider l'enfant à vivre une quête de la mère idéale qu'il n'aura jamais. Et c'est cette quête d'une mère idéale qui va aider debout à se mettre debout. Et à la fin, c'est debout qui aide Victor à passer le cap de sa fin de vie. Donc je ne décris pas tout, mais la structure de la pièce renverse complètement l'ordre des personnages. C'est pour ça qu'on n'est pas seulement dans une résilience thématique. Un autre exemple, alors là, vraiment emblématique, parce que c'est, à ma connaissance, vraiment assez unique. C'est une pièce que j'ai eu l'occasion de monter avec des étudiants lorsque j'enseignais à l'ESP à l'époque, ça s'appelait comme ça, l'IUFM. Et donc, une pièce qui fait partie de celle que Melchior a publiée au départ dans la collection Théâtre de l'École des loisirs. Ensuite, il est passé à l'Arche. Mais les trois petites pièces qu'il a publiées, enfin les trois pièces qu'il a publiées à l'École des loisirs, moi je les aime énormément. Celle-ci, c'est une histoire très étonnante. Il s'est inspiré de l'image des enfants des rues à Dakar et il a, alors regardez le début du texte dialogué. Voici ce que dit l'enfant Dieu. Moi, c'est Khalifa, fils de Pa Ma Djibi, qui sont fiers de moi. Depuis qu'un mercredi, Khalifa, il est devenu l'enfant Dieu. Comment c'est arrivé? Comme ça. Et Khalifa claque des doigts. Donc la pièce raconte comment Khalifa est devenu Dieu parce que au paradis, Jésus en a assez du rôle que son père veut lui faire jouer. D'ailleurs, Jésus est plus préoccupé de son apparence physique et il est quelque peu efféminé et il ne rêve que d'une chose, c'est de s'occuper de sa personne, de sa petite personne. Donc Dieu cherche à remplacer Jésus eh bien, c'est cet enfant Khalifa, l'enfant des trottoirs, l'enfant de la pauvreté, qui va devenir Dieu. Donc là, comme forme de métamorphose, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Je le dis avec le sourire. C'est une pièce
qui est très drôle. Il y a des passages vraiment. Bon, par exemple, on voit des bonnes sœurs embarquées dans un concours de hula hoop. Enfin voilà, il y a des choses savoureuses. Ça, c'est l'esprit surréaliste, la veine surréaliste de Melchior. Et en même temps, c'est d'une écriture extrêmement poétique, avec des notations sonores, visuelles, des images très, très fortes, très, très belles. C'est un petit bijou, cette pièce. Moi, je l'aime énormément. Alors, ma troisième entrée, je regarde la pendule, j'espère que je ne vais pas trop vite. Ma troisième partie, donc la question est donc de savoir si tout ce corpus peut présenter donc un rapport. Là, je vous ai surtout présenté le rapport à la pauvreté, mais est-ce qu'on a un vrai rapport à l'argent en tant que tel? Est-ce qu'on voit le veau d'or contemporain? Et vous voyez que ma réponse, c'est plutôt une parole engagée sur le monde, mais quand même, il y a des pièces qui figurent véritablement l'argent. Je vais vous en montrer quelques-unes, mais il y en a peu, hein. Je les ai bien cherchées. Sans doute y en a-t-il d'autres, mais il y en a peu. Alors, donc, comme je le disais, le veau d'or, il est à la marche. Alors, là, le premier exemple que je peux trouver, c'est dans Belle des Eaux. On retrouve Bruno Castan. Belle des Eaux, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et donc, dans cette réécriture de Bruno Castan, qui mélange toujours dans ses pièces l'origine des contes et la parole contemporaine, donc la sœur de Belle, Bernardine, ne pense qu'à elle, à ses rêves de richesse, et on a très clairement dans l'écriture de la pièce une présence de l'argent euh, comme valeur en termes de valeur, justement, et donc d'idéal de vie. Alors que, bien évidemment, et elle en sera punie, son rôle serait de s'apitoyer sur le sort de son père et de sa sœur, sachant que l'idée de réécriture opérée par Bruno Castan, c'est transposer l'histoire de La Belle et la Bête dans un pays qu'on imagine être les pays nordiques. C'est très très beau. On est dans une forme de théâtre d'images et de tableaux. On les voit donc comme on voit cette famille comme une famille de grands bourgeois hollandais, et un jour arrive la pauvreté et c'est la déchéance complète, et ils sont les pieds dans l'eau à ne manger que les anguilles parmi lesquelles ils pataugent. Enfin, qui sont dans l'eau parmi lesquelles ils pataugent. Enfin, c'est une histoire, une forme de réécriture qui est très très particulière, très forte. Un autre exemple, alors là, on est dans quelque chose de plus contemporain, une auteure qui s'appelle Sarah Carré. C'est une pièce qui date de 2014 avec un sujet assez original. On voit un père donc à la recherche de son fils qui s'est enfui parce que le père pardon, en fait, a supprimé le site de son fils. Et on comprend, et c'est assez présent, que le fils, en fait, faisait de l'argent en vendant des mots de passe. Alors, les thématiques liées à tout ce qui concerne les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, ça ne donne pas toujours de très, très grandes pièces. Enfin, je n'ai pas cité celles que je ne considère pas comme de très, très grandes pièces, mais il y en a. Par contre, celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment très intéressante, déjà dans son écriture. Elle est assez, enfin, c'est une forme de page turner, pour parler en bon français, mais en termes de théâtre, il y a une vraie quête haletante. Est-ce que le père va retrouver son fils et comment va-t-il retrouver son fils? Et ça met le doigt sur des questions contemporaines d'une façon assez originale, dont l'argent comme but des réseaux sociaux et de l'usage des technologies. Je ne crois pas que ce soit une thématique très, très abordée par l'ensemble du théâtre, mais là aussi, peut-être pourrons-nous échanger là-dessus après ma présentation. Une autre pièce, Laurent Contamin, c'est Toby, dans laquelle on voit Toby, fils de Tobiel, qui s'en va chercher l'argent
de son père. Donc là, l'argent est vraiment le moteur de la quête, un peu comme dans la pièce précédente, mais oui, un peu comme dans la pièce précédente, mais il y a un renversement dans l'ordre générationnel. Et puis au milieu de tout ça, un ange au pouvoir prétendument mystérieux. Enfin voilà, c'est une histoire, une fable assez, enfin qui tourne autour de la question de l'argent. Et puis une autre pièce qui est à mon sens la seule qui fasse vraiment de l'argent toute sa fable, y compris presque dans le titre en fait. Donc c'est vraiment la frénésie de l'argent comme thématique. Et c'est une frénésie de l'argent avec des dimensions à la fois mythologiques, burlesques. Regardez la thématique telle que je l'ai reproduite en dessous. Donc les trois grâces sont chargées par Zeus de descendre sur terre pour savoir quel est le nouveau Dieu auquel les hommes sacrifient tout. Et ce nouveau Dieu, bien sûr, c'est l'argent, qui est le mot sésame. Et elles vont découvrir ce personnage pacotille de la resquille. Et comme je le disais, rien que son nom dit à quel point, manquant d'argent dans ses haillons, il n'a qu'une envie, qu'une quête, c'est celle de l'argent. Et regardez la particularité de cette pièce, hein, l'épilogue bonus euh, avec donc la mort de Pacotille et une adresse au public à qui est jetée la pièce d'or maléfique. Donc là, il y a un petit clin d'œil savoureux, bien sûr, pour dire que l'auteur n'assume pas la fable, enfin n'assume pas, a un point de vue ironique, un regard ironique sur la fable qui a été construite, mais c'est une pièce vraiment intéressante parce que, comme je le disais, assez unique dans son genre. Et j'en arrive à la question du rapport à l'argent et à la pauvreté comme parole sur le monde et une parole, on le comprend bien, engagée. Alors, j'ai cherché un peu comment, et ça c'est une recherche que je fais depuis longtemps, mais dans les pièces que j'avais pu analyser pour mon analyse de la parole engagée des auteurs qui s'adressent aux jeunes et aux enfants, donc, j'ai repéré le théâtre de Stanislas Coton, qui est belge, qui n'est pas très très connu en France, mais qui est très connu en Belgique. D'ailleurs, cette pièce, Le rapport des enfants sur l'état du monde, a été l'objet de plusieurs prix en Belgique. Et je sais qu'elle a tourné en France. Je ne crois pas qu'elle tourne actuellement, mais c'est une pièce intéressante, avec une forme dramaturgique très frontale. Euh, Lorsqu'on regarde comment c'est construit, la fable raconte comment 14 enfants écrivent leur rapport sur l'état du monde, d'où le titre, mais ce rapport, la parole des enfants sur l'état du monde, est adressée au public. Alors, elle dit cette parole, la détresse de la pauvreté qui arme la main d'une mère contre sa fille. Elle dit la détresse de la pauvreté qui éloigne les petites filles de l'école, des thématiques toujours actuelles malheureusement. Une pauvreté aussi qui empêche les médecins de soigner. Donc là, le rapport à la pauvreté est vraiment très présent. Ça n'est pas la seule parole sur le monde, mais ça en fait partie de façon assez forte, avec une adresse directe. Là, l'adresse de l'auteur à la jeunesse est une adresse d'adulte qui fait parler des enfants qui parlent aux adultes. Une autre forme d'adresse, c'est ce qu'on trouve chez Nilo Cruz. Donc, c'était une des pièces de mes quatre entrées d'Envers un théâtre contagieux. Là aussi, c'est un auteur qui n'est pas très connu en France, qui est américain. C'est un Américain d'origine cubaine. Et ça n'est pas sans lien avec la manière dont sa pièce fonctionne. Donc, une pièce traduite par Séverine Magua. C'est une pièce, non, une autre pièce de Nilo Cruz a eu le prix Pulitzer en 2003. Donc, ça, c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui est connu. Et donc, ça se passe en Amérique du Sud. Donc, Cuba n'est pas identifié, mais c'est l'Amérique du Sud. On voit deux enfants fuir, Clara et Matteo, parce qu'ils ne supportent plus
d'être battus par leurs parents, ils ne supportent plus d'être volés par les soldats, ils ne supportent plus la misère, et ils finissent par arriver dans un orphelinat religieux. Et alors, la fin n'est pas vraiment, comment dire, un happy end, puisque visiblement, ils s'aiment, mais dans l'orphelinat, on va les séparer, et la fin crée, enfin, c'est une fin ouverte. On peut comprendre quelque chose de très noir avec la mort de l'un des enfants, comme on peut comprendre qu'ils restent en vie et qu'ils réussissent à dépasser leur séparation. Donc, en fait, dans cet orphelinat, on craint qu'il naît des relations sexuelles et on les sépare parce qu'on en a peur. Une très, très belle pièce qui est... Alors, c'est assez étonnant parce que c'est une pièce et je pense que le rapprochement, enfin, c'est une question qu'il faudrait que je pose à Suzanne Lebeau, mais j'ai eu la sensation qu'elle la connaissait quand je me suis mis à rapprocher ces deux pièces, mais je n'en sais rien et ça ne veut rien dire et c'est simplement une ressemblance peut-être de regard sur le monde. Donc ça, l'autre pièce, vous la connaissez sans doute, Le bruit des eaux qui craquent, qui est à mon sens vraiment le chef-d'œuvre de Suzanne Lebeau. Moi, c'est une pièce que j'ai eu énormément d'intérêt, de plaisir et de joie à travailler. Une pièce très très forte, beaucoup plus subtile qu'il n'y paraît quand on résume la thématique, parce que justement, il est question aussi, pour ne pas la schématiser et la caricaturer, il n'est pas question que de regarder la thématique, mais de regarder aussi comment elle est construite et donc très difficile à monter. Et j'ai vu une mise en scène bien ratée parce que précisément, alors ça rejoint les questions d'adresse. Donc dans cette pièce, on assiste donc à la fuite de deux enfants soldats, une jeune fille et un plus jeune enfant. La jeune fille protège ce jeune enfant et c'est pour ça qu'elle décide de le faire fuir. Et donc la jeune fille a écrit je ne vais pas tout dire, mais a écrit ce qu'elle a vécu comme favorite du chef des soldats, comme esclave sexuelle du chef des soldats et comme enfant soldat elle-même. Et donc, son journal va être lu à une commission par l'infirmière qui les recueille dans l'hôpital auquel ils arrivent à la fin de leur fuite. Et le problème quand on ne comprend, quand on ne lit pas bien la pièce, quand on ne l'analyse pas bien, c'est de faire de ce récit de la jeune fille une adresse au public. Or, toute la pièce est structurée pour que ce ne soit pas une adresse au public. Et c'est une des alors je ne peux pas rentrer plus dans le détail, mais allez regarder mon analyse envers un théâtre contagieux. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Suzanne Lebeau, donc je sais que ça n'est pas un fantasme d'analyste dont je vous fais part là, mais bien quelque chose à quoi elle tenait. Et c'est très important, parce que ça n'est pas la même parole sur le monde. Ça n'est pas une parole qui se met en quelque sorte en surplomb par rapport au regard des enfants sur le monde. C'est une parole, c'est un regard partagé en fait. Et ça change beaucoup de choses en ce qui concerne le contenu de la parole. Je vous montre une image de la belle mise en scène qu'en avait faite Gervais Gaudreau, donc du Carrousel, la compagnie qu'ils partageaient tous les deux et que maintenant ils ont en quelque sorte légué à Marie-Ève Huot. Regardez la présentation des personnages au début de la pièce. Donc on retrouve Angelina, l'infirmière. La présentation du lieu dit le contexte poétique. Il y a vraiment tout un travail à faire et c'était vraiment réussi dans la mise en scène de Gervais Gaudreau, un travail poétique. Le lieu de la fuite, une forêt, sa moiteur, donc comment rendre la moiteur d'une forêt, sa noirceur et ses éclaircies, et le lieu de la comparution, regardez par rapport à ce que je vous disais de l'adresse, une lumière qui isole, donc absolument pas l'adresse au public. Alors, évidemment, quand on s'intéresse, quand on se pose la question de la nature de la parole sur le monde,
en ce qui concerne la pauvreté, l'argent, en matière d'engagement, bon, bah, Suzanne Lebeau fait vraiment partie des auteurs qui ont une très forte parole engagée. Il suffit de l'écouter, il suffit de la rencontrer une fois ou de l'écouter dans ses interventions. On en trouve beaucoup sur Internet. On le sait, et c'est pour ça que son théâtre est tellement lu, joué, monté partout dans le monde, traduit même en basque, ce qui est, je crois, un exploit de la part d'une auteure québécoise. En tout cas, regardez ces différentes pièces, Salvador, dont j'ai déjà parlé, et puis Petit Pierre, que j'aurais pu analyser également, qui est parti d'une histoire vraie, hein, Pierre Avezzard, qui est une personne, un simple d'esprit, comme on disait avant, et qui a construit dans le réel, dans la vraie vie, une sorte de manège extraordinaire qu'elle est allée visiter d'ailleurs. Je vous ai mis la reproduction de deux albums qui s'inspire de cette histoire vraie. Et elle en a fait une pièce épique, fabuleuse, où elle croise l'histoire de Pierre Avezzard avec la grande histoire, avec sa grande hache, comme dirait Prévert, de toute l'histoire du XXe siècle. Hein. Et on a deux conteuses qui croisent, qui racontent le monde avec une part croisée avec celle de l'histoire de Pierre Avezzard. C'est superbe, une très 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 belle pièce. Alors un autre auteur dont je me suis dit qu'il avait vraiment une parole très forte, même si il s'est arrêté depuis dans l'adresse à la jeunesse, mais une parole très forte sur la misère de l'enfant. Le pont de pierre et la peau d'image, donc à l'école des loisirs, avant qu'il passe à l'Arche, et puis sous un ciel de chamaille et Bled. Le pont de pierre et la peau d'image, c'est un peu comme dans ma famille de Carlos Liscano, c'est comment des parents vendent leur enfant à, à un marchand de rêve qui leur fait croire que et il va permettre, et ça nous renvoie à des choses d'aujourd'hui concernant la migration, hein. Donc on fait croire aux parents que leurs enfants vont avoir une belle vie et en fait on les envoie dans des usines où on les exploite. Et donc, c'est une pièce très, très belle au niveau de l'écriture, très originale. Je vous la recommande si vous ne la connaissez pas. C'est une pièce musicale avec des effets de chœur, enfin, un travail poétique aussi très fort et une fable touchante. Sous un ciel de chamaille, alors c'est une pièce qui est inscrite dans l'actualité. D'ailleurs, je trouverais intéressant qu'elle soit remontée. Ça nous sortirait peut-être de certains, comment dire, de certains effets caricatures que l'on voit à l'œuvre aujourd'hui dans l'actualité. C'est une pièce qui met en scène les relations, et il n'y en a pas beaucoup, entre Israël et la Palestine. Et alors, sous un ciel de chamaille, vous voyez de quel chamaille il est question. Une pièce là aussi très étonnante, ça tourne autour de la question de l'eau. Là, la richesse et l'argent, c'est l'eau. Et c'est deux enfants, chacun d'un côté de la barrière et de la frontière, et comment ils se rejoignent et en même temps sont séparés par l'histoire et par la colonisation. Et puis Bled, en fait, alors, c'est une pièce très étonnante qui est difficile à analyser. Je vous renvoie à mon analyse dans Vers un théâtre contagieux. C'est une pièce qui est une réécriture du Petit Pousset, mais en mêlée de nouvelles technologies. On a l'objet portable, là aussi, c'est pas très fréquent. Et en même temps, c'est croisé avec des thématiques religieuses et ça fait appel aux étapes, aux étapes du cheminement de la croix dans la religion catholique. Une pièce très étonnante, très étrange. Alors, j'en arrive en forme de conclusion à une interrogation, enfin, qui est plus non, un constat. C'est le rapport de tout ça à quelque chose que j'ai appelé l'effet Petit Pousset, parce que, alors là, je vous montre une image d'un très bel album de Rebecca d'Outremer sur le Petit Pousset. Et donc, je vous renvoie à une recherche, et je terminerai sur cette dernière, ou presque, sur cette dernière, avant-dernière diapositive. Donc, j'ai eu l'occasion de faire une recherche sur le rapport
du répertoire jeunesse au conte. Et j'ai été vraiment frappée, et peut-être que vous l'avez entendu aussi dans ce que je vous ai présenté, par la grande présence des enfants abandonnés, des enfants seuls. Stéphane Gioberti parle dans une pièce du solo boy, et il y a aussi des solo girls. Et on voit énormément l'exil, l'émigration, la solitude, la perte de maison, la mort du père ou de la mère. Et j'en ai tiré quelque chose que je- j'ai tendance à emmener du côté de la sociologie. J'y vois, d'autant que ça concerne aussi les adultes. C'est un peu comme si les auteurs qui s'adressent à la jeunesse leur parlaient du monde en leur disant, alors on ne peut pas dire qu'ils leur disent que le monde va très bien, mais ils ne leur disent pas que ça, bien évidemment. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un rapport très fort à, en quelque sorte, quelque chose qu'on pourrait appeler une insécurité, une, euh, une, euh, une difficulté à se positionner dans le monde. Alors, je vous ai mis là des références. J'ai proposé à Philippe de vous donner la bibliographie de ce PowerPoint, donc vous retrouverez ces références si ça vous intéresse. Et puis juste pour aller plus loin, pour vous donner envie de continuer, un numéro de théâtre public consacré à la question du théâtre jeune public. Donc j'y ai publié un article sur l'engagement. Et puis un ouvrage plus global qui ne parle pas du tout de théâtre en direction de la jeunesse, mais qui concerne le problème de l'engagement. C'est l'ouvrage d'Olivier Neveu, Politique du spectateur, les enjeux du théâtre politique, puisque j'ai fini sur ces considérations. Voilà, j'en suis arrivée à ma dernière diapositive. Je vous remercie de votre écoute. Mille merci, Marie.